Le cours de l'or a dépassé son record absolu en termes de prix. Oui, son record de 1981. Pourtant, en 1981, le record c'était 850 $. Et là, il dépasse les 3500 $. Oui, mais regardez les choses retraitées de l'inflation. Le vrai record était en 1980, en janvier 1980, et il a été dépassé la semaine dernière avec la Fed. Jusqu'où peut monter l'or alors que les arbres ne montent pas au ciel? Mais l'or le peut-il? Bien sûr que non. Où en est la situation sur le plan technique et le plan fondamental? Alors que ce marché capitalise maintenant 25 000 milliards de dollars US, c'est quasiment le PIB des États-Unis d'Amérique. Vous avez compris? On refait un point complet sur le gold. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast & Forex. Première partie, oui, l'or dépasse son record, a dépassé la semaine dernière son record historique. Vous, comment ça se fait? Mais non. Il y a eu un record en 2011, il y a eu un record en 2020 avec la crise sanitaire. Qu'est-ce que Vincent raconte? A-t-il trafiqué son graphique? Non, je n'ai pas trafiqué mon graphique. Pour comparer ce qui est comparable, pour ne pas comparer les choux et les carottes, comparer les carottes entre elles, ou les choux entre eux, bon, il faut retraiter les courbes, ajuster l'historique des prix de l'inflation. Et c'est le véritable pouvoir d'achat d'un actif financier. Et en faisant cela, le vrai record de l'or datait de janvier 1980. Non pas à 850 $ comme vous voyez sur votre graphique, mais ce qui était à l'époque le prix. Mais retraité de l'inflation, c'était un équivalent prix actuel de 3500 $. D'ailleurs, ce prix sous lequel on est resté pendant 6 mois avant de le dépasser la semaine dernière avec la Fed. Rappelez-vous, je vous avais proposé 5 cas de figure il y a un mois. Le choix que fera la Fed, quel impact sur le dollar? Le choix a été fait, c'est le choix numéro 4 de mon tableau. L'impact prévu était bullish sur le gold, l'or a été bullish. On va tout reprendre. Donc, première partie. Donc oui, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de record? Où en est vraiment l'or? C'est quel est le bon graphique? Deuxième partie, 25 000 milliards de dollars. On peut lire partout que l'or est la première capitalisation boursière mondiale. Alors c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que si on prend individuellement les actifs financiers, personne ne dépasse l'or. Mais si l'or représente une classe d'actifs, si le marché de l'or est traité comme le marché des actions, le marché des obligations, le marché des cryptos, etc. L'or n'est pas premier, mais tout de même, 25 000 milliards de dollars, ça pèse. C'est le PIB des États-Unis, c'est plus que le PIB de la Chine, et vous allez voir que relativement aux autres grandes classes d'actifs, bon, ça commence à être solide. Troisième partie, l'or et la Fed, donc ça y est, la Fed s'est exprimée. Je vous renvoie vers mon Top Gun ce lundi où j'ai tout passé en revue. Rappelez-vous, début septembre, le 2 septembre, je crois, j'avais fait une vidéo Gold et Fed, les choix possibles et l'impact. Le choix de la Fed, on le met parfaitement dans le tableau et l'impact prévu a eu lieu sur l'or. Voilà, bon, très bien. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que ce régime macroéconomique? C'est quoi ce régime dont se nourrit l'or? Ça commence par un S. Est-ce que vous l'avez? Ça commence par un S, ensuite un T, un A. Sta, bon là vous l'avez forcément. Si vous ne l'avez pas, bah écoutez, vous allez le découvrir dans la partie concernée. Quatrième partie, je refais un point sur la situation des ETF Gold et puis la demande des banques centrales. Ce sont quand même deux moteurs essentiels de la hausse de l'or. Vous savez, le jour où l'or fera son top, ça viendra. Tout ce beau monde, tous ces moteurs-là, bah, ils se retourneront ensemble. Donc il faut les surveiller. Cinquième partie, et sur le plan technique, du coup, les 3500 $ ayant été franchis, cette vague 5 étendue, rappelez-vous, nous sommes dans la 5 de 5. Nous sommes toujours dans cette 5 de 5. Alors, la 1 était la plus courte, la 3 et là, nous sommes vraiment sur une grande 5 en extension, je cherchais le terme. Jusqu'où on peut aller maintenant que 3500 a été dépassé? C'est quoi les targets? Il y a eu un gap haussier d'or qui avait été ouvert. D'ailleurs, au passage, maintenant, c'est l'invalidation de la hausse. Si un jour ce marché repasse sous 3500 $, c'est fini. Bon. En tout cas, l'or est-il, sur un plan historique, où on est la surchauffe de l'or sur le plan technique? Jusqu'où cette surchauffe peut-elle surchauffer?
Point complet, c'est parti. Couleur peut-il monter en bourse? C'est la question à laquelle je pose, que je traite régulièrement. Puisque l'or fait un nouveau sommet suite à la Réserve fédérale des États-Unis, c'est parti, le plan je vous l'ai donné à l'instant. Allez, on fait quelque chose de court, on fait quelque chose de succinct, mais en même temps de très riche. C'est important d'avoir une nourriture saine et riche. Le plan s'affiche sous vos yeux, 5 parties, et donc nous commençons par la première partie. Oui, le cours de l'or a dépassé la semaine dernière son vrai record historique. Alors là, me direz-vous tout de suite, de quoi parle-t-il? Oui, et puis vous avez raison dans l'absolu, vous avez raison, puisque je vous montre ici donc un graphique de l'or en échelle logarithmique, en données mensuelles. Donc là, on a quand même 50 ans d'historique du cours de l'or. Direz-vous, qu'est-ce qu'il raconte le GAN? Le GAN est fou. Pourquoi? L'or fait un nouveau record historique depuis début 2024. D'ailleurs, le GAN, dans ses émissions Fast and Forex, suit ce bull run depuis le breakout haussier de février 2024, suit la hausse, propose son décompte de VAC 5, propose ses extensions de VAC 5, une VAC 5 qui n'en finit plus. Et pourtant, il nous dit que la semaine dernière, l'or a dépassé son record historique. Eh bien oui, je persiste et je signe. L'or a dépassé la semaine dernière son record historique. Celui de janvier 1980. Alors, en 1980, on est là. On est à 880. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Le record avait été dépassé en 2008. Non, 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 non et non. Car ce record ici, de 1980, si vous l'ajustez de l'inflation, si vous retraitez les courbes de l'évolution des prix depuis 50 ans, en tenant compte du pouvoir d'achat de l'actif financier et non pas de sa valeur nominale. Du pouvoir d'achat de l'actif financier et non pas de sa valeur nominale. Le graphique n'est pas ça. Ça, eh bien c'est ça. Le vrai record de 80 ici, ajusté de l'inflation, c'était 3500 $. Ce niveau de prix d'ailleurs sous lequel nous avons passé 5 mois depuis le printemps dernier. Il est ici. Inflation Adjusted ex ATH. C'était ce niveau et qui a été franchi un peu avant la Fed et là on accélère après la Fed. Donc effectivement, oui, le cours de l'or a établi, alors en valeur nominale, le cours de l'or établit depuis longtemps un nouveau record historique, mais lorsque vous retraitez donc sa valeur nominale, vous avez ici ce super graphique Bloomberg qui en fait la démonstration. En jaune, vous avez le cours de l'or en version nominale. Le record de 80 était ici, et donc il avait été dépassé en 2008. Et là, on empile les records depuis 2 ans. Mais en noir, sur ce même graphique, vous avez, mince, ça va trop vite, vous avez le cours de l'or, mais on a ajusté son historique de l'évolution des prix depuis 45 ans pour tenir compte de ce qu'on pourrait appeler la valeur réelle ou, autrement exprimé, le pouvoir d'achat de l'or. Et donc oui, le record historique était à, alors en fait c'est 3400-3500 $, pas 100 $ près. Hein. Vous avez compris, c'était la zone. C'était cette zone de prix, d'ailleurs, sous laquelle on était bloqué depuis avril dernier. Ça, c'était la zone du vrai record de l'or. Et donc ça a été, avant la Fed et avec la Fed, passé, entretenant donc cette tendance haussière du cours de l'or, entretenant donc cette VAC 5 en extension, et donc jusqu'où peut-elle aller? Eh bien, écoutez, on va causer un peu de tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Alors d'ailleurs, au passage, maintenant, à ceux qui se posent la question, c'est quoi le niveau d'invalidation de la hausse? Quel est le niveau qui, si on passe en dessous, bon, c'est pas le cas là, mettrait un terme à cette hausse? Vous l'avez. C'est ça. C'est ce niveau des 3004-3005. C'est ça. Voilà. Si un jour le gold, c'est pas le cas, hein, vient casser ça et vient casser le gap, c'est fini. C'est fini de ce cycle qui quand même dure depuis un paquet de temps. Mais là, effectivement, nous n'en sommes pas là. Mais il faut l'avoir en tête. Il faut donc comprendre à quoi correspond ça. Avançons dans cette vidéo. 25 000 milliards de dollars. Je vous rassure, dans le monde, personne ne les a sur son compte. Ce serait quand même super. Qu'est-ce qu'on ferait avec 25 000? Moi déjà, je pense qu'avec 1 million de dollars, on est bien.
Si on est intelligent et qu'on les place, on en tire des rentes, on vit bien. Et puis on fait vivre beaucoup de monde. Alors avec 25 000 millions de dollars, si on en tire des rentes, on fait vivre une ville entière. On fait vivre un pays, quoi. Bon, peut-être pas un pays, mais vous m'avez compris. Et forcément, donc, vous avez pu lire ci et là, oui, 25 000 millions de dollars, ça y est, l'or confirme son rôle de premier actif mondial en termes de market cap, ce qui n'est pas faux. Regardez, j'aime beaucoup ce tableau. Il fait le classement des différents actifs financiers sur la market cap, mais de toute nature. Vous avez le marché action, vous avez les cryptos, vous avez les métaux précieux, vous avez tout. Donc le gold, 25,18 trillions de dollars. Donc 25,18 trillions de dollars, c'est 25 000 milliards de dollars. D'accord ? Ça, tout le monde est content. 25 trillions, 25 000 milliards. Donc l'or, on est sur du capitalisation quand même sacrément costaud, puisque si vous faites la somme de tous les GAFAM, je dis pas de bêtises, et si vous faites la somme, l'addition de tous les GAFAM, on n'atteint pas le gold, on approche. 25 000 milliards de dollars, 4 trillions, 4 trillions, 3 trillions, 3 trillions, les GAFAM. L'argent est ici avec ses 2 trillions. Amazon, le Bitcoin, 2 trillions, etc., etc. Alors, est-ce que vraiment l'or occupe ses premières places? Ça dépend en fait comment vous raisonnez. Vous pouvez raisonner en tenant compte des actifs de manière individuelle, donc là il n'y a pas de sujet, personne ne dépasse l'or, mais l'or, alors direz-vous, c'est la classe d'actifs des métaux précieux. Mais l'or est tellement énorme, et puis dans la classe d'actifs des métaux précieux, il y a l'or, il y a un peu l'argent, le reste ça pèse quasiment rien. Quasiment rien, j'exagère, mais relativement à l'or. Donc si on considère que l'or est une classe d'actifs à part entière et qu'il a des petits satellites, qui sont les autres métaux précieux, l'or n'occupe pas la première place. Donc on va regarder justement différents critères, ça permet un peu de positionner les choses. Alors déjà aussi, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour avoir quelques ordres de grandeur, le PIB des États-Unis est à 29 trillions de dollars, le PIB de la Chine est à 19 trillions. Donc ça permet quand même de situer les choses. Avec une market cap de 25 trillions de dollars, l'or se situe entre le produit, décidément, entre le produit intérieur brut de la Chine et celui des États-Unis. Effectivement, l'or est nettement plus capitalisé que les GAFAM et même que l'addition des GAFAM. C'est sans commune mesure avec le marché des cryptos, l'or est 10 fois plus capitalisé que le cours du Bitcoin. Regardez maintenant le tableau qui se trouve sur votre droite. Ce tableau propose de considérer l'or non pas comme un actif financier isolé, mais comme une classe d'actifs à part entière. Et lorsque vous considérez l'or comme une classe d'actifs à part entière, l'or n'est pas premier. Le marché action global, la totalité du marché action US, capitalise, alors attendez, les datas sont là, 62,8 trillions de dollars. Le S&P 500 à lui tout seul, en grande partie à cause des GAFAM, 57 trillions de dollars. Le marché obligataire américain, 55 trillions de dollars. L'or, 25 trillions de dollars. Et le BTC, 10 fois moins. Me direz-vous, qu'est-ce que lui fout là dans ce classement? C'est juste pour comparer. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, il faut quand même avoir conscience que là, l'or, ça devient quand même quelque chose d'incroyable. Et nous sommes dans un cycle haussier mature qui, pour l'instant, se relance. Et vous savez, moi, j'ai toujours une expression. J'en ai beaucoup des. Celle-là, elle vient de moi. Une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Ça ne sert à rien d'anticiper le retournement d'une tendance. Le jour où elle se retourne, on verra. Tous les indicateurs techniques clignoteront rouge. Et avec la Fed, c'est-à-dire en accord avec ce qui était envisagé sur le plan des fondamentaux, cette tendance de l'or s'est relancée. Alors justement, quels étaient ces fondamentaux et que pouvons-nous dire de tout ça? Alors je ne refais pas tout ce que je vous ai proposé lundi sur la Fed. Je vous renvoie vers le Top Gun de lundi, où j'ai notamment expliqué la nouvelle trajectoire de politique monétaire de la Fed. Mais rappelez-vous, ça c'est le tableau que je vous ai proposé le 2 septembre de mémoire. C'était le 2 ou 3 septembre, je ne sais plus. Où je posais la question de savoir, voilà, le choix que pouvait faire la Fed et l'impact prospectif sur le gold. Alors, par rapport à ce qu'a publié la Fed, est-ce que vous savez dans quelle catégorie nous sommes? J'ai donné la réponse lundi, donc on n'a pas plus de suspense. Nous sommes dans cette catégorie, qu'on peut appeler alors
pivot malsain, pivot réel malsain, ou en tout cas un pivot en lien avec le régime de la stagflation. Stagflation, c'est un grand mot, mais grosso modo, une inflation qui est résiliente et qui est au-dessus de la cible de la Fed, et un marché du travail qui ralentit quand même de manière assez significative. Où est-ce qu'il est mon... Non, attendez, c'est pas ça que je cherche, décidément, hop, voilà. Ça, c'est le tableau des nouvelles projections macro de la Fed, et effectivement, donc, l'inflation se maintient au-dessus de la cible de la Fed, même encore un peu en 2026. La Fed va quand même baisser ses taux, mais si elle baisse ses taux, c'est surtout pour s'assurer que l'emploi et la croissance se maintiennent à un niveau raisonnable. En tout cas, que le marché du travail américain ne soit pas sous pression. En tout cas, que le risque de récession soit écarté. Bref, un régime qui tend vers la stagflation, et effectivement, c'est un facteur de soutien pour le gold. Donc ça, c'est le tableau, j'ai fait copier-coller du tableau que j'avais proposé début septembre. Je vous avais dit l'impact serait bullish sur le gold. Et effectivement, donc, nous sommes dans ce cas de figure d'une poursuite de la tendance haussière de l'or. Ok, très bien. Ça, c'est une chose. Alors, la stagflation peut paraître un peu fort, mais c'est un régime macroéconomique qui est favorable à la Fed. Vous avez ici quelque chose qui l'illustre bien. La source est indiquée sur le graphique, cela nous vient du World Gold Council. Effectivement, c'est une situation étonnante, puisque vous avez donc des baisses de taux, de plus en plus de baisses de taux attendues de la part de la Fed, number of cuts expected, et je vous rappelle que la Fed s'est engagée, nous aurons donc au total, enfin engagé, ça dépend, il y a les chiffres, il y a encore des chiffres qui peuvent bouleverser la donne. Je vous renvoie encore vers le Top Gun que j'ai fait lundi, où j'ai passé en revue tous les chiffres macroéconomiques qui pouvaient encore justement bouleverser cette anticipation. Mais quand même, globalement, il y a eu une augmentation du nombre de baisses de taux anticipées de la part de la Fed. Mais l'inflation, elle, se maintient à un niveau élevé au-dessus de la cible de la Fed et les anticipations d'inflation ne décrochent pas. Donc des baisses de taux avec une inflation qui se maintient élevée, c'est un régime de stagflation. Puisque s'il y a des baisses de taux, c'est bien pour lutter contre le ralentissement économique. Donc c'est le régime de la stagflation. On n'est pas dans une stagflation très dure, parce qu'il y a encore de la croissance et le taux de chômage ne s'envole pas. On n'est pas en récession, quoi. Mais on est entre les deux. Entre les deux. On est dans une petite stagflation. Donc c'est un régime macroéconomique qui est favorable à la tendance de l'or. On enchaîne sans transition. Qu'est-ce qui, fondamentalement, au-delà de tout ce blabla, parce qu'on peut toujours bien écrire, choisir les petits mots qui font intelligent, etc. Alors, qu'est-ce que regarde la haute finance? Qu'est-ce que regarde l'investisseur institutionnel? Pourquoi il va sur l'or? Il va pas parce que ça brille, on s'en fout complètement. Il y va pour plusieurs raisons. Tout en bourse n'est qu'arbitrage. Un gérant de fonds lève des fonds, c'est pas pour les garder, c'est pour les investir. Le job d'un gérant de fonds, c'est de lever des fonds et de les investir. C'est pas on les lève, on les garde. On les regarde, non. On les lève, on les investit. Pour les investir, il y a le choix entre différentes classes d'actifs. Donc, le boulot du gérant, c'est d'arbitrer entre les différentes classes d'actifs. Avec ces nouvelles perspectives de politique monétaire, avec la stagflation, il y a deux conséquences. D'une part, des taux d'intérêt nominaux, donc ceux de la Banque centrale, qui baissent, mais l'inflation se maintenant à un niveau élevé et ayant tendance un peu à remonter. Rappelez-vous ce que c'est qu'un taux d'intérêt réel. C'est un taux d'intérêt nominal auquel on soustrait l'inflation. In fine, ce régime de la stagflation a pour conséquence des taux d'intérêt réels en baisse et qui pourraient même repasser négatifs. Tout ça enlève de la rémunération au marché obligataire et donc peut diriger des capitaux vers le gold. Tout n'est qu'arbitrage entre les différentes classes d'actifs. Rappelez-vous de la première partie de cette vidéo où j'ai fait le classement des différentes classes d'actifs. Et je vais donc illustrer mon propos immédiatement. C'est clair et net. Vous avez ici l'évolution des taux réels aux États-Unis et en zone euro. Eh bien, regardez, avec l'inflation qui se maintient et qui a remonté un petit peu, mais les banques centrales qui ont baissé les taux, regardez, les taux réels en Europe sont quasiment à zéro. Vous avez le taux réel en Europe quasiment à zéro. Taux d'intérêt de la BCE ou l'inflation, c'est zéro. Les taux d'intérêt réels aux États-Unis sont en tendance baissière. Donc, le point commun des taux réels aux États-Unis et en Europe, c'est leur tendance baissière. C'est un facteur de soutien pour le gold. Vous avez ici le taux d'intérêt de la Fed, qui a donc été
à nouveau baissé la semaine dernière, après toute une pause première partie de 2025. Et là, le taux réel, mais comme l'inflation a un peu remonté, eh bien, vous avez une tendance baissière des taux nominaux, des taux réels. Ici, c'est encore plus parlant. Je vous ai mis là le taux de la Fed, le 10 ans US, le 2 ans US. Là, le taux de la Fed, le 10 ans US réel et le 2 ans US réel. Les taux réels sont en baisse. Les taux réels sont en baisse. Et comme la Fed en plus baisse ses taux, le taux réel de la Fed, lui, suit une trajectoire baissière. C'est parfaitement inversement corrélé à la tendance haussière du gold, qui est représentée ici par cette ligne en pointillé. Alors la clé, il reste quand même les ETF et la demande des banques centrales, c'est la clé à la tendance haussière de l'or. J'y viens sur le plan technique, mais tant que l'or ne casse pas de support, une tendance se relance plusieurs fois, ne se retourne qu'une fois. Dans la partie technique, je vais vous dire le seuil, je vais vous remontrer ça. Mais il faut regarder, la demande financière, elle est centrale, notamment la demande des ETF. Et si vous regardez, c'est assez net, hein, sur les derniers mois, et là vous avez les toutes dernières données, les inflows, les outflows sur les ETF Gold d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, donc du monde entier, sachant que ceux des États-Unis pèsent beaucoup, Europe un peu moins, Asie un peu moins. Donc il faut regarder quand même les trois. Regardez, les trois avancent ensemble. En termes d'inflow sur les ETF Gold, les trois régions ont avancé et avancent ensemble. Tant qu'il n'y a pas de retournement baissier de cette demande sur les ETF Gold, la tendance haussière de l'or a plus de chances de se relancer que de s'inverser. Ces données sont mises à jour chaque semaine. Autre facteur très important, en lien avec bien sûr les tendances géopolitiques du moment, la demande des banques centrales. Et en particulier des banques centrales émergentes, mais pas que, reste en tendance haussière. Donc la demande financière sur les ETF Gold, en grande partie liée au taux d'intérêt réel, et la demande des banques centrales, sont deux moteurs principaux de la hausse du gold qui avancent ensemble. Tant que ces deux moteurs avancent ensemble, la tendance haussière de l'or continuera de se relancer. Alors, justement, où en est-on sur le plan technique? C'est ce qu'on va regarder, puis ça va être la dernière partie de cette vidéo. Les arbres ne montent pas au ciel, et l'or non plus. Mais oui. Bien sûr, c'est pas le moment là. Le gigantesque arbre qu'est l'or continue de croître. Il viendra un moment où il ne croîtra plus. Ce moment n'est pas venu. Il viendra, je ne sais pas quand, peut-être l'année prochaine. Peut-être pas, peut-être dans plus longtemps, on verra. Peut-être plus tôt, on ne sait pas. L'analyse technique donnera la réponse. Justement, alors c'est quoi? Quelle réponse peut-elle donner? D'abord, je vous remonte ce graphique, qui est donc, effectivement, la comparaison de la valeur de l'or en nominal, en jaune, et en noir, la valeur de l'or ajustée de l'inflation. Là, c'est un signal important qui a été donné en dépassant ce niveau des 3500 $. On va repasser ici sur le graphique de l'or. Et là, au passage, en termes de performance, vous avez ici la performance des métaux précieux depuis l'année 2025. Rappelez-vous, je vous avais fait une grosse vidéo il y a quelques semaines, vous expliquant qu'il y avait un processus de rattrapage du platine et de l'argent. En termes de performance depuis le début de l'année, le platine est à plus 50, l'argent est à plus 50. L'or est à plus 40, hein, c'est quand même solide. Hein. Alors le cuivre, c'est pas un métal précieux, il est là parce que c'est mon tableau qui compare les métaux. Mais bon, on voit très bien que les capitaux vont sur les métaux précieux. Alors justement, l'or, où en est-il sur ce plan technique? Nous sommes toujours dans une vague 5. Ça va pas changer. Cette vague 5, ça arrive, est une vague dite en extension. En vague d'Elliott, on dit la 3 n'est jamais la plus courte. La 1 étant la plus courte, ça c'est une 3. Nous sommes dans une vague 5 en extension. Nous sommes dans... Alors ensuite il y a le débat. Est-ce que nous sommes dans la 3 de la 5 ou la 5 de la 5? Bon, je pense que nous sommes toujours dans la 3 de la 5. Je repasse ici en version mensuelle. Vous avez en rouge les cibles théoriques de cette vague 5 qui pour l'instant sont parfaitement respectées. On voit ici, première cible théorique, on avait un peu bloqué quelques mois, on est passé. Deuxième cible théorique, on l'a dépassé, on a fait un petit range au-dessus, on est passé. Et l'or bloquait donc au contact des 3500 $, qui était le record de 1980 ajusté de l'inflation. Il l'a passé, il est en train de le passer. Alors la clôture, le mois n'est pas clôturé, il est en train de le passer.
Est-on en surchauffe sur le plan technique? Regardez par exemple le RSI. Le RSI a dépassé son sommet ici de 2007 et de 2020, mais il a déjà été plus haut. Donc il semble que le RSI de Gold veuille aller chercher les records en termes de momentum justement de 1980, début des années 70. Bon. Nous sommes en surchauffe sur le plan technique, oui, mais il n'y a pas de divergence. Donc nous sommes toujours dans cette vague 5, ici en échelle logarithmique. Il y a un prochain seuil à surveiller qui à 3750, on est tout proche là, 3750. Alors est-ce que ça va créer une temporisation? J'en sais rien, mais en tout cas c'est un seuil à surveiller. Et nous serions donc dans la vague 3 de 5. Ok. Là je mets une hypothèse de vague 4 qui commencerait sur 3550, j'en sais rien, on verra. En tout cas cette vague 5 se poursuit. Et un niveau donc est maintenant très important à surveiller. C'était ce niveau des 3500. En fait, c'est 3004, 3005. L'ancien record ajusté de l'inflation. Il a fallu finalement un gap, le gap haussier du 2 septembre pour le franchir. Et c'est donc la nouvelle invalidation de cette tendance haussière. Une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Un signal de retournement serait cassé ce gros support. Pour l'instant, vous voyez que ce n'est pas le cas. Laissons donc cette tendance s'exprimer. Jusqu'à ce qu'un jour, un signal technique vienne nous dire que non, ça y est, elle est terminée. Et si vous prenez l'historique de l'or, je vais revenir ici sur ce graphique en données hebdomadaires, dans toutes les phases haussières précédentes, les interruptions de tendance étaient indiquées par des semaines significatives. Ici, vous avez eu un avalement baissier. Là, vous aviez aussi une nette semaine de rupture. Là, une cassure technique. L'analyse technique donnera le signal. Prenez par exemple ici le pump avec la crise sanitaire. On a eu cette structure en avalement baissier. Ensuite, une phase de baisse. Là, on avait eu une superbe mèche haute et un rejet sous résistance. Bon. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Pour l'instant, il n'y a rien. Il y aura peut-être quelque chose bientôt, mais là, il n'y a rien. Je suis la tendance jusqu'à ce qu'elle donne un signal de faiblesse. Voilà, chers amis. J'espère que ce point complet sur l'or vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.